Chapitre 31. Les proies. The Beguiled. Universal 1971. Un jour, sur le tournage de Sierra Torrid, Clint et moi déjeunions tous les deux ensemble dans sa caravane. J'étais estomaqué par la quantité de pilules vitaminées qu'il prenait avant chaque repas. Il tenait une forme sensationnelle, bronzé, très vigoureux, un homme qui semblait solide et en pleine santé. Un homme apparemment sans aucun problème. Eastwood. Don, je crois que je vais devenir dingue. Moi, désarçonné. La bourse vient de plonger ou... Eastwood, interrompant sérieux. Cette nuit, j'ai lu un livre que Jennings m'a envoyé. Je n'ai pas pu le lâcher. Moi, qu'est-ce qui vous turlupine? Eastwood. Je n'ai encore jamais lu un livre comme celui-là jusqu'ici. Ça s'appelle The Beguiled, écrit par Thomas Cullinan. Je n'arrive pas à me faire une idée si je le déteste ou si je l'aime, et si même je le comprends. Vous ne voudriez pas... Moi, le lire? Je suis intrigué au-delà de toute mesure. Je ne vous ai jamais encore entendu parler de cette façon. Eastwood. Tirez-moi d'embarras et ôtez-moi cette épine du pied, me tendant le livre. Dites-moi que vous le vomissez. Tôt le matin suivant, je me postai devant la caravane de Clint et je me mis à chanter, de mon inimitable voix, la fin de The Dove, la colombe, chanson populaire durant la guerre civile. Moi, étranglant la colombe. Come all your pretty fair mates, come walk in the sun, and don't let your young man even carry une arme. Venez toutes ravissantes jeunes femmes, venez dans le soleil, et partir, ne laisserez plus votre jeune homme, plus même jamais porter une arme. La porte s'ouvrit en coup de vent. Clint, à moitié habillé, me jeta un coup d'œil stupéfait. Eastwood, jubilant. Il a lu le livre. Moi, livre ouvert sous mes yeux, j'ai refermé le cahier gothique et sulfureux d'une innocente enfant de 13 ans, embrassée par un séducteur, où d'aguichantes nymphes se caressent entre elles. En charge d'un pensionnat, j'ai rêvé d'une gorgone qui avait eu des relations avec son jeune frère et avait des vues lesbiennes sur la ravissante assistante, tandis que vous les baisiez toutes les deux. Mon cauchemar avec vous s'est achevé lorsque votre avide concupiscence s'est portée sur la négresse employée de maison de son état qui vous a droitement fait entendre que ce n'est que sur son cadavre que vous auriez une chance d'arriver à vos fins. Eastwood, enchaînant. Ma jambe a été amputée, j'ai été empoisonné par l'innocent enfant qui, pour moi et moi seul, a préparé la soupe venimeuse qui m'a tué. C'est un livre effrayant, pas étonnant qu'il me rende dingue. Moi, Clintus, si les grosses têtes de la Tour Noire nous laissent entreprendre un film à partir de ce livre, il se pourrait bien qu'il devienne la meilleure chose que nous fassions jamais ensemble. Eastwood, pointant son doigt sur moi. Vous voulez dire qu'il vous a vraiment plu? Moi, je suis en adoration. Eastwood, je vais dire à Jennings que vous êtes tombé fou du livre. Moi, bien. Jennings savoura la perspective de tenir une nouvelle affiche à casser la baraque. Je pense que c'est un très beau livre. Jennings en déduira donc que cela n'augure rien de bon et qu'il faut même redouter qu'il ne rapporte pas un sou. À l'instant où nous achevons Sierra Torrid, je vais me mettre en chasse pour découvrir s'il veut faire de ce livre scabreux et tortueux une adaptation gnangnan ou non. Eastwood. Ne perdez pas de vue, monsieur Négatif, que c'est à moi qu'il a confié le livre. Donc ne noircissez pas le tableau et restez confiant. Moi. Il m'avait semblé entendre que vous étiez en train de devenir fou. Eastwood, uniquement en pensant à vous, c'est Galini. Adios. Des mois plus tard, au studio, Jennings et Marshall Green, chefs de production, étaient tous deux en pleine effervescence à propos de mon avis sur le choix du ranch Disney. Quant à la propriété sudiste des proies, je leur répliquais que non seulement je n'avais jamais vu ce ranch, mais qu'en plus je connaissais peu les États du Sud. Green. Il y a un grand manoir sudiste sur la propriété de Disney. Jennings Lang. Des hectares et des hectares d'arbres et d'herbes verdoyantes. Moi, j'irai l'examiner soigneusement, mais une faveur vitale. Il me faut la production de croquis et de dessins d'un directeur artistique. Lang. À qui pensez-vous? Moi. Ted Haworth. Green. Certainement pas, c'est un fauteur de troubles. Moi. Il connaît tous les extérieurs possibles et imaginables comme personne. Il est énormément talentueux et il est ridicule de m'interdire de le prendre à mes côtés pour des repérages dans le Sud. Lang, d'accord. Mais un pas de travers et il est capote.
Ted Howarth, Claude Travers, mon producteur associé, le responsable des extérieurs et 2 bons assistants réalisateurs, Burt Astor et Brad Aronson, constituèrent tout notre groupe de reconnaissance. Le manoir sudiste en question ressemblait grossièrement aux propriétés des plantations du Sud. Il aurait demandé un gros effort de transformation pour le rendre crédible et filmable. Où étaient donc les majestueux alignements de magnolias géants conduisant à semblables demeures ? Où étaient, comme des guirlandes, les longues lianes espagnoles de mousse pendant à profusion de ces magnolias ? Les arbres que Jennings avait mentionnés étaient des chênes bien maigrelets, bien chétifs, bien minuscules. Ted était convaincu que le ranch Disney était sans espoir. Il suggéra de s'envoler immédiatement pour le sud, là-bas de photographier le maximum de domaines, car il était persuadé qu'à son retour, en les voyant, le studio serait sans hésitation. Claude souligna aussi quant à lui que la propriété sudiste de Disney avait été filmée des milliers de fois déjà et était familier à des millions de spectateurs. Nous rapportâmes tout ceci à Jennings qui, de mauvaise grâce, accepta que Ted puisse partir faire à son idée. Lorsque Ted se retira, je portai la discussion sur quel scénariste devait se voir confier la rédaction du scénario. Jennings en avait déjà choisi un, Albert Maltz. Ceci colla parfaitement avec moi, vu que je venais d'achever avec lui Sierra Torrid. Je souhaitais que nous nous y mettions tous les deux aussi vite que possible. Je souhaitais lui faire part de toutes mes consignes, pour qu'après avoir lu ce que Maltz et moi avions écrit, Jennings puisse avoir une idée définitive de ce qu'il aimait et n'aimait pas. L'attribution des rôles allait être d'une difficulté et d'une importance considérable. Je recommandai à Jennings de faire appel aux suggestions du département distribution, vu que nous devions nous entourer des meilleures actrices disponibles. Je pressentais qu'il fallait de toute urgence multiplier les essais avec les filles. Lang. Le seul rôle qui compte, nous l'avons, c'est Clint. Moi. Il est peut-être beaucoup de choses, mais stupide, non. Il est vital que l'enseignante, directrice de la pension et son assistante soient absolument étincelantes. Sans quoi, et Clint le sait, le film en souffrira. Elles devront partager la tête de générique avec lui au-dessus du titre du film. Lang. Je ne vois pas le nom de Clint aux côtés de qui que ce soit d'autre qui ne soit également une étoile. Moi. Ne faites donc pas les monsieur je sais tout. Clint souhaite que ce film soit aussi réussi que possible. Et si vous l'envisagez comme un autre western spaghetti, il ne le fera pas. Vous êtes vraiment bizarre. C'est quand même vous qui en avez acheté les droits. Lang. Oui, bien. Que c'était une bonne idée, j'en suis de moins en moins sûr chaque jour. Moi, me levant pour filer. Ah, c'est réconfortant. Je m'envolais pas content, mais je sentais qu'il n'oserait rien entreprendre dans ce sens sans en informer à Clint. Bruce Surtees était l'un des meilleurs opérateurs du métier. J'eus une bonne conversation avec lui dans mon bureau. Je lui indiquai à quel point Clint et moi aimions son travail et je lui exposai les intéressants défis qu'offraient les proies. En un certain sens, c'était un film noir, il était macabre et gothique. La lumière présentait des difficultés vu que les intérieurs à la nuit tombée devaient être réalisés avec des chandelles. J'espérais que Bruce parviendrait à trouver des solutions pour y parvenir. Je m'aperçus qu'il devenait de plus en plus mal à l'aise, et je me demandais donc si j'avais été suffisamment clair. Je voulais qu'il devienne mon directeur de la photographie. Moi. Vous réalisez que nous souhaitons que vous deveniez notre premier opérateur. Bruce piqua un phare, sa respiration devint bruyante. Je me mis à redouter qu'il en fasse une attaque. Je lui remplis un verre d'eau et le fis boire. Des larmes apparurent dans ses yeux et il s'exprima avec beaucoup de difficulté. Surtees. Don, je ne m'y attendais pas, mais je m'inquiète, je ne voudrais pas vous attirer des ennuis. Moi, idiot, c'est une grande faveur que vous rendriez à Clint et à moi, en assurant l'image du film pour nous. Surtees, se reprenant. J'en serais très fier. Vous pouvez compter sur moi. Moi. Bon, Dieu merci, c'est entendu. Ted Howarth revint de Louisiane chargé de photographie sur d'innombrables propriétés sudistes, plus des plans et des croquis. Tout cela avait l'air fabuleux. Le manoir Disney sombra dans l'oubli en comparaison de la belle Hélène, la plantation sur River Road à Bâton Rouge. Nous emportâmes toute cette documentation pour aller la montrer à Jennings et Marshall Green. Jennings, il faut lui rendre justice, fut très impressionné. Howarth. Les extérieurs peuvent entièrement être filmés à Bâton Rouge. Les intérieurs peuvent être construits et tournés à Universal. En cas de mauvais temps, nous pouvons tourner quelques modestes intérieurs à la plantation de Bâton Rouge. Green, désignant la documentation sur le bureau. Avez-vous une idée de combien tout cela peut coûter? Howarth. Faute d'avoir un scénario complet, on ne peut faire que des estimations, mais je vous garantis que tout cela nous fera économiser au moins entre 100 et 50 000. Rien qu'en n'allant pas tourner chez Disney. Lang à moi. Comment avance votre travail avec Maltz sur le scénario? Moi, il n'y a pas d'avec, je ne travaille pas avec lui.
Je ne suis pas d'accord avec son approche. Je trouve que le mieux, c'est de le laisser avancer sans l'arrêter par de continuelles disputes. Lorsqu'il aura terminé son premier jet, je vais avoir besoin de vos conseils sur bien des aspects de son scénario. Je n'imagine pas que cela puisse toucher la structure de l'histoire. Les mêmes décors seront toujours utilisés. C'est avec ce que les personnages ont à dire, avec ce que le film a à dire. C'est ça qui me posera des problèmes avec le scénario de Maltz. Lang. Ted, vous avez fait du bon boulot. Vers moi. Don. Faites-moi lire le scénario sans faute aussitôt que Maltz l'a terminé. Moi. Je suis heureux que vous soyez très satisfait du travail de Ted. Gagnant la porte. Vous aurez le scénario au moment où j'ai terminé de le lire. Qui sait, peut-être que le génie nous surprendra et que ce sera écrit dans le sens où je pense fermement que ça doit l'être. Mais j'en doute. Albert Maltz, tranquille et modeste, portait très bien sa soixantaine. Il avait écrit Tueur à gages de Frank Tuttle en 1942, The Man in Half Moon Street de Ralph Murphy en 1945, Cap et Poignard de Fritz Lang en 1946, La Cité sans voile de Jules Dassin en 1948, et de nombreux autres scénarios avant Sierra Torrid. Il avait été mis sur liste noire du temps du macartisme et avait été jeté en prison pour avoir refusé de comparaître et témoigner de ce que tout le monde savait, à savoir qu'il était communiste. Il était poli, avait un langage châtié, une petite taille, mais avec des reins en acier. Nous nous retrouvâmes pour échanger nos points de vue à propos du premier traitement qu'il venait juste d'achever. Il allait commencer à se mettre à la rédaction de la continuité dialoguée. Il voulait écrire Les Proies comme une histoire d'amour romantique. Moi, je trouvais le livre étrange et féroce à la façon des romans d'Ambrose Bierce. Albert était en complet désaccord. Je lui opposais des noms d'écrivains que j'étais certain qu'il admirait. Edgar Allan Poe, dont on pouvait ranger les nouvelles dans le style gothique et macabre, Tennessee Williams ou Truman Capote. Maltz, paisiblement. J'aimerais avoir le talent de Bierce, Poe, William ou Capote. Ceci n'étant pas le cas, je ne peux donc m'en tenir qu'à ce que je ressens. Ces ravissantes enfants embobinés par un séducteur, moi, me font chavirer. Avec un peu de passion. Mais retirez-leur ce masque de virginale nymphe et vous verrez derrière la part obscure des secrets tortueux, la sauvagerie manipulatrice. Maltz. Je ne suis pas d'accord. Je crois aux gens. Moi. Mais pas tous les gens démoniaques, vous n'y croyez certainement pas. Maltz. Je n'écris pas à propos des gens démoniaques. Vous fermez délibérément votre esprit aux excitantes tensions et aux vicieuses intrications qui nourrissent et enrichissent cette histoire. Pourquoi ce puissant sujet ne pourrait-il pas être traité avec subjectivité ? Derrière toutes ces intrigues bien scabreuses, il y a un méandre de personnalités ambivalentes et d'intenses conflits émotionnels intérieurs. Maltz. Je regrette, Don, je vais écrire le scénario de la façon dont je sens que le film devrait être tourné. Moi. Eh bien alors, au point où nous en sommes, je ne peux que vous dire d'essayer d'écrire avec la plus haute imagination possible, parce que c'est dans cette intention que j'entends tourner le film. Lorsque j'apportai à Jennings le scénario, il entra en colère à la minute où il lut « Scénario Johnny McBee par Walter Matthau. Sans date, 133 pages. » Lang. Pourquoi pas de date ? Moi, aucune idée. Lang, feuilletant les pages. Quelle est cette version ? La première ? Moi. Pour ce que j'en sais, il vient après un premier traitement de 92 pages qui a été daté du 4 décembre 1968. Celui-ci doit être le scénario complété avec les dialogues. Lang. Pourquoi ne me l'avez-vous pas apporté immédiatement après l'avoir lu ? Moi. Je suis là devant vous et vos yeux bovins, parce que je viens tout juste de terminer de le lire. Lang. Il ne vous plaît pas ? Moi. Lisez-le, puis arrosez de vos superbes martinis. Nous aurons une gentille petite conversation dans votre bureau. Ma secrétaire a envoyé une copie à Clint, auquel j'ai joint un mot lui demandant de nous communiquer son avis au plus vite. Tellement je suis fichtrement curieux de savoir ce que tous les deux vous pensez de Johnny McBee. Lang, commençant à lire. Et moi donc, Don. Je me retirai doucement. Le lendemain, en sirotant un martini glacé, j'écoutais Jennings vouer Maltz aux gémonies tant qu'il le pouvait. Comment avait-il le toupet de faire passer cela pour un scénario ? Moi. Lui avez-vous dit tout cela ? Lang, les yeux dans les yeux. J'ai insisté pour une complète réécriture. Il y a beaucoup plus à tirer du livre que ce maudit scénario nous en donne. Moi. Vous avez mis le doigt dessus. Revenir au livre, il faut s'en tenir au point de vue ironique et humoristique sous-jacent à l'histoire d'amour et à son joli petit air vicié. En fait, on est dans le gothique et éventuellement même dans l'épouvante. Quand pensez-vous qu'il en aura terminé avec sa révision du scénario ? Lang.
Pouvez-vous le presser et l'aider en réécrivant avec lui ? Moi, après notre discussion sur le premier jet, j'ai très bien compris qu'il était perdu avec le livre et qu'il en avait peur. Si je multiplie les objections avec lui, cela aura pour seule conséquence de le ralentir plus qu'autre chose. Je suis désolé, mais c'est vous qui l'avez choisi. Il va vous falloir vivre avec, au moins jusqu'à sa prochaine version. Perdre mon temps avec un homme qui s'entête alors que j'ai 1000 fois mieux à faire ailleurs, non. Clint passa un coup de fil depuis la Yougoslavie où il tournait de L'or pour les braves, pour la MGM. Il m'indiqua qu'il ne s'était pas encore penché sur le scénario. Je lui rapportai comment Jennings avait réagi et je lui promis de lui envoyer la prochaine version aussi vite que possible, dans moins d'une semaine. Le temps passa. Je travaillais avec Ted sur ses plans et ses croquis. Il était très enthousiaste à propos du livre, mais trouvait le scénario de Maltz ennuyeux et sans imagination. Claude Travers, lui, était plein d'idées pour retoucher le scénario, tout comme moi. J'eus des réunions de travail avec l'équipe de la distribution pour entendre leurs suggestions sur d'éventuelles actrices. Ma secrétaire, Ciel, m'informa que M. Lang était au bout du fil. Lang, que pensez-vous du nouveau scénario ? Moi, Maltz refuse de m'en faire parvenir une copie. Il vous en a envoyé apparemment plusieurs versions. Lang, savez-vous ce que sont devenues les versions 2 et 3 ? Il m'a seulement envoyé la 4e intitulée Les Proies, datée du 1er août 1969, 122 pages. Moi, il m'avait semblé qu'il vous avait envoyé une version corrigée du 2e jet. De toute façon, comment trouvez-vous le 4e ? Lang, nous en discuterons quand vous l'aurez lu. Ma secrétaire sera dans votre bureau dans 5 minutes avec 2 scénarios. Une fois lus, appliquez ici. J'ai une idée qui pourrait vous plaire. Ça, j'en doute, mais j'y serai. Je lus le travail d'Albert et une nouvelle fois, malgré que ce soit la 4e version, je trouvais qu'il passait encore à côté du tableau, du cadre et même du musée. Franchement et honnêtement, je pensais qu'il n'était pas en mesure d'écrire le scénario. Ce scénario, avec une note critiquant le statu quo de cette version d'Albert, fut immédiatement expédié à Clint. Je débarquai dans le bureau de Jennings. Il était dubitatif à propos du dernier exemplaire qu'il trouvait peut-être un peu en amélioration. Je lui indiquai que le film, comme le livre, devait être teinté d'allégories et de symbolisme freudien. Dans le scénario d'Albert, tous les incidents étaient atténués ou carrément mis de côté. Lang. Malheureusement, je suis d'accord, mais j'ai une possible solution. Je trouve que cette histoire gagnerait à être écrite par une femme. Vous voulez dire comme la mégère apprivoisée de Shakespeare ? Si la pièce avait été réécrite par une femme ? Lang, exaspéré. Je connais une excellente écrivain, Irene Camp. Le point de vue d'une femme pourrait peut-être se révéler très intéressant. Helen Strauss, une productrice pour Universal, pense que c'est une bonne idée. Moi, ça peut, mais je n'ai jamais lu ni vu aucune œuvre d'Irene Camp. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontrée d'un autre côté. N'importe quel changement vaudrait mieux que pas de changement du tout. Nous eûmes, Irene Camp et moi, de nombreuses discussions à propos du livre et de ce qu'elle se proposait d'en retenir dans son scénario. Ses idées étaient plus originales que celles d'Albert. De plus, elle était moins intraitable, mais elle aussi tenait à une fin heureuse. Elle était bien indulgente avec les jeunes filles nubiles, sans guère apprécier toutefois les rapprochements entre leur âge, leur nubilité et les incidences occasionnées. Irène était de toute évidence une écrivain expérimentée. Elle intitula son premier épisode « Nid de moineaux ». Il fut daté du 6 octobre 1969, 129 pages. Le second, « Nid de moineaux », fut daté du 7 novembre 1969. 134 pages. Il ne plut ni à Clint, ni à Jennings, ni à moi-même. Nous trouvâmes, comme l'indiquait leur titre, qu'Irène s'intéressait plus aux enfants qu'à Clint. Ses tentatives pour trouver un compromis qui justifiait un dénouement heureux étaient rigoureusement inintéressants selon nous. Au livre, elle ne s'en tint pas davantage qu'Albert. Tout ce qui était macabre ou gothique, elle l'avait timidement mis de côté. Quant à la curiosité pour les choses sexuelles de la part des filles, elle y allait très timidement. Sans nous concerter pour savoir ce que nous allions faire de tous ces auteurs, de leurs crédits et de leurs innombrables scénarios, je décidai de moi-même d'avoir un candide tête-à-tête avec Claude Travers. Je lui confiai tous les travaux dont je disposais pour qu'il se mette à les éplucher immédiatement. Je voulais savoir 2 choses. Est-ce qu'il aimait ce qui avait été fait ? Et se sentait-il en mesure de se lancer dans une réécriture ? Je ne lui confiai rien de ce que j'en pensais moi-même, pas même du livre. À propos de Claude, j'étais certain d'une seule chose, il serait franc avec moi. Claude se présenta le lendemain matin avec les petits yeux d'une longue nuit de lecture. À ma stupéfaction, nous tombâmes quasiment d'accord sur tout ce qui devait être entrepris pour un nouveau scénario. Il n'aimait aucun des 4 scénarios de Maltz, ni les 2 d'Irene Camp. Moi, Claude, combien cela vous prendrait pour la rédaction ? Travers, avec toutes les corrections, pas plus de 3 mois. Peut-être moins, si les corrections ne sont pas trop compliquées. Moi, combien ? Sans les corrections. Travers, sourire malin. Moins d'1 mois.
Moi, je vais organiser une réunion sur le scénario avec Jennings. Commencez à vous mettre au travail sur une continuité pour que nous l'ayons dès que possible. Une semaine plus tard, j'organisais la réunion avec Jennings dans mon bureau. Il avait l'air déprimé et abattu. Comme à son ordinaire, il bouscula tout pour accélérer le mouvement. Lang, bien, au moins nous sommes d'accord sur une chose, nous n'aimons aucun des scénarios. Moi, sur un shérif à New York, nous avons commencé par mettre en pièces toutes les versions que nous avions. Puis nous avons engagé Dean Riesner pour synthétiser. Finalement, il rédigea un très bon scénario qui nous donnait ce que nous attendions. Lang, impossible d'avoir Dean, il est complètement débordé. Moi, j'ai parlé à Clint l'autre jour, il m'a dit que si nous ne parvenions toujours pas à en tirer un bon scénario, de l'envoyer au rebut et de faire un nouveau western. Lang, les yeux écarquillés. Eh bien, on fait quoi, là? Moi, je sais ce que je veux dans le sujet, que vous devez approuver, ainsi que Clint, évidemment. J'ai trouvé un écrivain, Claude Traverse. Il a une nouvelle version basée complètement sur le livre. Il pourrait nous donner ce qu'on demande, sans lui dire ce que j'aimais ou n'aimais pas. Il m'a ressorti tout ce que j'attendais. Je lui ai aussi dit qu'il était vital que j'aie ses impressions, ses idées aussi vite que possible, de façon que je sache au plus vite s'il se sentirait incapable d'en venir à bout. Lang, d'accord, mais parlons faire. C'est la der des der. Moi. À ma totale surprise, le lendemain, il est venu me dire qu'il voulait faire le scénario en respectant le livre qui lui plaisait beaucoup. Naturellement, j'acceptais chaleureusement vu que c'était presque exactement ce que j'escomptais. D'ailleurs, il n'aimait pas du tout les autres adaptations, pas une. Lang, pourriez-vous être un peu plus précis? Moi, pas sûr, mais je suis en train de lui donner sa chance. Tout ce que je vous demande, c'est d'y croire. Lang, bonne chance. Moi, souvenez-vous que je suis occupé à tout préparer rapidement avec l'auteur actuel. Il trouve que je fais du bon boulot. Bien sûr, il en est le premier bénéficiaire. C'est devenu son sujet. Le générique de titre pour Les Proies était entièrement constitué de photographies. Le plan d'ouverture en noir et blanc présentait une poignée de soldats de l'Union rassemblés autour d'Abraham Lincoln. Au rythme d'une complainte très lente, le battement d'un tambour devient légèrement audible. Imperceptiblement, le film vire au sépia, travelling sur un cliché de Matthew Brodie, photographe nordiste durant la guerre de Sécession, représentant des soldats de l'Union blessés allongés sur des civières. On reconnaît Clint Eastwood. Matthew Brodie n'a jamais pris de scène de bataille, donc lorsque j'ai eu besoin d'explosions pour le générique, j'ai été les prélever dans de vieux films et nous leur avons donné le grain des tirages de Brodie ainsi qu'un ton sépia. Ted Howard me trouva une photographie avec quelqu'un ressemblant à Eastwood et cela nous fut une grande aide. Nous poursuivons avec 2 soldats de l'Union se tenant derrière un canon. La caméra fait un travelling sur le fût jusqu'à sa gueule béante. On entend une explosion et l'acier qui s'entrechoque sur un champ de bataille. Le bruit et le son encore de l'acier des mousquets des confédérés qui font feu sur la cavalerie de l'Union et les hennissements d'effroi des chevaux. Suit un gros plan sur un soldat de l'Union hurlant et mortellement touché. Un nuage de fumée qui sort d'un canon qui fait feu. Le soldat confédéré est tué par la décharge d'un canon de l'Union. Nous faisons le point sur une ligne de soldats de l'Union tués dans une tranchée. Le son de la bataille s'apaise, le tambour continue sa complainte. On reconnaît The Dove, la colombe, chanson populaire durant la guerre civile. Elle est susurrée par Eastwood a cappella. Au loin, le brouhaha de la guerre continue. Nous voyons un soldat confédéré mort, un soldat confédéré étendu à côté d'une barrière, mort aussi. Un autre confédéré étendu mort, mousquet croisé sur son corps. Un confédéré mort avec un wagon en arrière-plan. Tandis que le générique s'achève, prennent fin aussi tambour, photographie, le murmure chanté d'Eastwood. La caméra panote vers le bas, passant sous la fumée de la récente bataille. Une douce musique commence tandis que nous nous approchons d'une jeune fille de 13 ans qui cueille des champignons pour les mettre dans son panier. Nous sommes toujours en sépia. Tandis qu'elle traverse un grand arbre abattu, très imperceptiblement, le film passe en couleur, jusqu'à ce qu'elle distingue le sang sur la chaussure d'un soldat. Là, nous sommes arrivés en pleine couleur. Elle sursaute et tombe à la renverse, chuchotant involontairement. « Ah, mon Dieu !» La haute figure toisante d'un soldat de l'Union tombe en perdant connaissance à côté d'elle. Sa jambe est sanguinolente, son visage, comme ses mains, sont brûlés et ensanglantés. La gamine aide le soldat bleu à reprendre conscience et à se remettre sur ses jambes. Elle sursaute au bruit de sabots et de roues de chariot. On vient. Sous les selles du soldat, il y a une branche qu'il utilise comme béquille pour marcher qu'à un quart. Il indique d'un hochement de tête un profond fossé de l'autre côté de la route. La jeune fille l'aide à activer le pas et ils glissent au fond du fossé sur le ventre l'un l'autre. Lorsque les soldats confédérés passent et disparaissent en bas de la route, la jeune fille, Amy, Pamela Ferdin, épaule le blessé, Johnny McBee, Clint Eastwood, jusqu'à son pensionnat. Ce pensionnat pour jeunes filles est dirigé par l'institutrice-directrice Martha Farnworth, Géraldine Page.
son assistante Edwina Dabney, Elizabeth Hartman, et une esclave noire employée de maison, Hallie, Mae Mercer. Martha, à contre-cœur, accueille Johnny McBee, redoutant qu'il ne meure sur le chemin de la prison. Décide de ne pas le dénoncer aux patrouilles sudistes qui passent devant le pensionnat. Johnny McBee se remet lentement et entreprend activement de charmer les femmes de l'école, ainsi que les étudiantes sur leurs responsabilités. Son espoir est de s'échapper lorsque sa jambe sera suffisamment guérie pour lui permettre de marcher sans béquille. Lorsqu'il est à deux doigts de se faire démasquer par une patrouille sudiste, il est sauvé par le mensonge des femmes. Une nuit, alors qu'il hésite dans le couloir entre la chambre de Martha et celle d'Edwina, toutes les deux ayant anticipé sa venue, Johnny est surpris par l'une des étudiantes, Carol, Joan Harris, qui le détourne et le persuade de venir dans sa chambre à elle. Le bruit qu'ils font dans leur lit éveille Edwina qui se lève et trouve Johnny McBee dans le lit de Carol. Elle verse dans une violente hystérie et précipite Johnny McBee dans l'escalier où il chute lourdement. Avec une jambe à présent gravement cassée, il est transporté inconscient dans la salle à manger. Là, Martha, vindicative, l'ampute à mi-jambe en prétextant que c'est pour son bien. Lorsque Johnny McBee se réveille, il découvre qu'il est devenu unijambiste. Sa colère devient incontrôlable. Il humilie Martha devant les filles en révélant que dans le passé, elle a entretenu de sulfureux rapports avec son frère. De rage, il tue aussi accidentellement Randolph, la petite tortue de compagnie d'amis. Johnny McBee annonce qu'aussi longtemps qu'il sera au pensionnat, il prendra les femmes qui lui plaisent, sans quoi il ira les dénoncer aux soldats de l'Union en pleine avancée. Malgré les efforts de Martha pour la retenir, Edwina va le retrouver dans sa chambre. Ce soir-là, Johnny est invité à descendre dîner à la table de ces demoiselles. À table, devant le bon vin et la bonne chair, il s'excuse pour ses paroles et les informe qu'il est décidé à épouser Edwina. Quoi qu'il en soit, il vient de manger des champignons empoisonnés qu'Amy a été cueillir dans la forêt. Quand il s'en aperçoit, il est trop tard. Johnny McBee se lève, chancelle et s'effondre pour aller mourir dans le couloir, tandis que les femmes terminent leur repas. Le film prend fin avec son enterrement sur le bord de la route, devant les grilles de l'école. Les couleurs lentement revirent au sépia pour progressivement revenir au noir et blanc qui avait vu l'ouverture du film. Lang au téléphone avec sa secrétaire. « Trouvez au plus vite quand je peux avoir Monsieur Eastwood au bout du fil en Yougoslavie. » Raccrochant, à moi. « Vous savez ce que je vais lui dire ?»« Moi. Comment sont les martinis en Yougoslavie ?» Lang. « Vous me faites penser qu'il décroche à nouveau à sa secrétaire. « Où sont nos martinis ?» Raccrochant et posant sur moi un regard bien lourd avec un lent sourire prenant le dessus. Clint va entendre un éloge parce qu'avec le scénario de Claude, les bonnes affaires reprennent. Don, je suis très impressionné. Les deux martinis font leur apparition. Jennings lève son verre au travail de Claude et à mon bavardage. Lang, décrochant. Demandez à Claude Travers d'être dans mon bureau demain à 15h, pile. Moi, à Jennings, tandis qu'il raccroche. Et bon sang, ne jouez pas les agents, soyez correct avec son contrat. Lang, il en sera heureux, je vous le garantis. Moi, si vous êtes disponible, mettons-nous dès demain au travail sur l'attribution des rôles aux actrices. Lang, ce qui est déjà fait, si je sais lire dans vos petits yeux fatigués. Pourquoi pas 10h30 demain matin? D'ici là, vous aurez eu le temps de terminer d'essayer les filles et vous arriverez sur mon ring définitivement cuit. Moi, je suis né fatigué. Avant mon dernier soupir, merci pour les gentilles paroles. 2 scénarios plus tard, Claude nous livra un excellent travail que nous aimions tous. Pendant ce temps, nous avions commencé la distribution. J'avais tourné de nombreux essais avec les filles, dont un jury composé de Clint, Jennings, Claude et plus tard Lou Wasserman fit tout son miel. Je fus très satisfait par les filles engagées. Les personnages principaux de Martha et Edwina étaient aussi attribués. Mon premier choix pour le personnage de Martha se porta sur la vedette française Jeanne Moreau. Je sentais qu'elle et Clint donneraient une sacrée alchimie. Elle avait tenu l'affiche d'au moins une trentaine de films et était très bien connue à travers le monde entier. C'était la Bette Davis de son époque. Je n'ai jamais compris son rejet par Lou Wasserman. Quoi qu'il en soit, il prit Géraldine Page, et j'en fus très heureux. C'était mon second choix, car pour ce qu'il en était du jeu, Géraldine n'était la seconde de personne. À Elizabeth Hartman échut le rôle d'Edwina. Était-il possible de montrer Clint de face avec une jambe de pantalon en épingle et dans le même temps, sans couper la caméra, le voir de dos? Cela ne semblait pas possible. D'ailleurs, la jambe de Clint n'était pas une jambe de Minus non plus. Pourtant, je m'accrochais et trouvais une solution. J'avais Clint appuyé sur une béquille descendant les marches du cellier vers la caméra. La jambe flottante de son pantalon épinglée au genou. Je panotais avec lui tandis qu'il passait devant un pilier porteur en briques et je le reprenais de dos avec la caméra tandis qu'il s'éloignait dans le cellier. Nous avions un double pour Clint, un réel amputé qui attendait derrière le pilier. Une fois que le corps de Clint s'éclipsait derrière le pilier,
Le double reprenait derrière et la caméra, pendant ce temps, poursuivait son panneau. Cela aurait été le plan parfait, totalement crédible. Malheureusement, il y eut trop peu de lumière dans le cellier. Bruce Surtees, connu depuis ce jour comme le prince des ténèbres, échoua à apporter suffisamment d'éclairage à ce plan. Naturellement, j'en fus extrêmement dépité. J'en étais si complètement écœuré et si pressé par le temps que je laissai tomber mon idée chérie. Mais, pour rendre justice à Bruce, je dois dire qu'il avait vraiment tout essayé. Je continue à penser qu'il est, malgré tout, l'un des plus sensibles opérateurs du métier et l'un des plus créatifs. Il m'acheta un viseur allemand très cher, avec un jeu d'objectifs très précis. Au bout du compte, je lui rendis en témoignage que je ne lui en voulais plus et que je lui avais pardonné. Arriva un moment dans les proies où le travail devint très difficile avec les jeunes filles. Les robes qu'elles portaient étaient faites maison en gros tissu, principalement en toile de jute et sac à patates. Elles marchaient rarement autrement que pieds nus. Naturellement, elles ne devaient porter aucun maquillage d'aucune sorte, ou le pensais-je. J'avais été très clair avec ces douces créatures, aucun maquillage d'aucune sorte. À ma plus grande surprise et à ma plus grande désolation, je découvris que l'une d'elles s'était verni les ongles, qu'une autre s'était mise une touche de rouge à lèvres, une troisième fond de teint et poudre rouge. Dans une scène qui demandait de pleurer, je vis donc le mascara dégouliner sur les joues de Jenny. Je l'éliminai de la scène. Une autre, Carole, persistait à se vernir les ongles. Je piquai une colère et fus très dur avec elle. Elle alla rapporter à Clint que je l'avais fait pleurer. Il vint m'en toucher 2 mots. « Eastwood, j'ai entendu que vous avez remonté les bretelles à l'une des filles, que vous seriez sorti de vos gonds. » Moi, franchement, je ne pense pas l'avoir été encore suffisamment. La plupart d'entre elles jouent au chat et à la souris avec moi à propos de leur maquillage. Jusque devant les objectifs de ma caméra. On s'échine, mais on sue sang et eau pour faire un film aussi authentique que possible, et ces petites diablesses avec leurs 1001 ficelles viennent tout nous foutre par terre. Je vais tailler dans les rôles de toutes ces petites chéries qui continuent à se maquiller en douce. Je vous demanderai peut-être de reprendre quelques-uns de leurs rôles. Avec vous, je serai tranquille, tellement je sais que vous détestez le maquillage. Eastwood souriant. Bon, je vais ouvrir les yeux. Si j'en attrape une qui triche, je lui collerai une fessée. Monsieur Cool, bien connu dans les affaires comme l'homme sans nom, était furieux. Il était insatisfait du montage, de l'or pour les héros, qu'il avait tourné avant les proies. Il avait le téléphone dans sa caravane et passa une journée entière à échanger de solides arguments avec le nabab à la tête de la MGM, Jim Aubrey. Derrière son téléphone, Aubrey se sentait suffisamment en sécurité pour jouer les bornés endurcis comme à son habitude. Pendant ce temps, moi je ne devais pas seulement filmer Clint, mais aussi prendre plus que mon lot de corvées supplémentaires. Par exemple, la critique cinéma de The Herald Examiner, Bridget Byrne, avait été autorisée à faire ce jour-là un reportage sur notre tournage. Pour lui témoigner la plus élémentaire des politesses et la soustraire à tout ce qui se passait de fâcheux chez nous. Je l'emmenai en promenade et lui fis la conversation la journée durant, avec des sujets aussi rigoureusement oiseux que sans sel. Elle rédigea donc un long article dans The Herald Examiner, exaltant les vertus de M. Eastwood, le travailleur qu'il était, l'homme agréable qu'il faisait. Clint ne fut pas une seule fois informé de sa présence sur le plateau. L'incarnation du meilleur de ce que l'homme américain pouvait être. Quant à moi, dans cet article, j'étais le réalisateur Don Siegel, petit bonhomme qui jacasse sans cesse et ne s'arrête jamais. À la fin de cette journée sans tournage, à la plus grande surprise de Clint, et malgré qu'il s'était entouré d'agents, d'avocats, d'accointances et conseillers en tout genre, le verdict tomba. Il avait perdu sa bataille face à MGM. En fait, il avait gagné, mais à ce moment-là, il ne le savait pas encore. Son film suivant, l'inspecteur Harry, fut réalisé avec la Warner Bros., sous la bannière de Malpazzo Company, qui avait été acheté, verrouillé, cadenassé par son propriétaire Clint Eastwood. Quand Clint voulait quelque chose, plus aucun nabab ne pouvait désormais lui répondre. « Allez, va jouer !» À la fin, lui et moi fûmes tristement déçus par la façon dont Universal lança les proies. C'est toujours un sujet de stupéfaction pour moi quand un studio sabote la sortie d'un film. Stupidement, si vous préférez. Ils font toujours porter le chapeau au film s'il ne rapporte pas d'argent. La vérité est bien sûr que le film ne rapporte pas d'argent en conséquence de la directe ineptie de leur travail. Ils sortirent les proies sans jugeote et avec une publicité quasiment inexistante. Et même le peu qu'il y avait n'était pas seulement fallacieusement inexact, mais vraiment carrément mensonger. Edward Corey, un peintre talentueux et bien connu, vit mon premier montage du film et me présenta des croquis sans prix, sur la façon dont selon lui devait se présenter sa publicité. Lorsque je fis voir ses idées à Jennings, il les retourna et les apporta personnellement au responsable de la publicité et au cadre du studio. Je n'en entendis plus jamais parler.
Je ne sus jamais ce qu'il en advint. Quelqu'un avait dû dire non, simplement. Cela était plus que suffisant pour arrêter notre chef accrocheur et intrépide. Lors de sa sortie, la publicité caricaturait Clint Eastwood, le faisant presque remporter la guerre civile à lui tout seul. Pour qu'un film puisse participer à un festival prestigieux tel que Cannes ou Venise, il faut qu'il n'ait fait l'objet d'aucune projection commerciale, dans aucune salle. C'est difficile à croire, mais Universal avait projeté le film des mois avant les périodes de sélection dans d'autres festivals. Il fut distribué partout, à Milan, Italie, la capitale du western spaghetti. Le public s'attendait à voir un film de Clint bourré d'action, de meurtres, de combats, d'ennemis explosés à la dynamite, etc. Non seulement ce n'est pas ce qu'ils trouvèrent, mais en plus ils ne saisirent absolument rien de ce dont traitaient les proies. Partout à travers le monde, les critiques furent dans l'ensemble plutôt bonnes. Nombreuses furent excellentes. En France, le film fut considéré comme un classique. Des plumes distinguées rapportèrent que si les proies avaient concouru dans les festivals, ils les auraient remportés. Les films d'Eastwood sont presque toujours sortis avec tambour et trompette, distribués dans de très nombreuses salles, pour engranger le maximum d'argent le plus vite possible. Formidable. Mais on aurait dû voir qu'un film comme Les Proies demandait une politique différente. Après une carrière dans des festivals et avoir remporté nombre de prix, il aurait dû sortir dans une petite salle à New York. Cela aurait intrigué le public. Les gens auraient été curieux de savoir quel genre de western pouvait bien réunir Eastwood. Géraldine Page, Elizabeth Hartman, avec d'aussi bonnes critiques dans une seule salle. Le film aurait pu tenir l'affiche des mois, peut-être une année. Il n'aurait jamais fallu essayer de le vendre aux spectateurs comme une superproduction popcorn. Et alors je garantis qu'à la toute fin, en laissant faire le bouche à oreille, avec les mois, petit à petit, comme l'oiseau fait son nid, il serait devenu un très grand succès. Sortir le film d'abord à Milan était une brillante manière d'assurer son échec. Non seulement Universal perdit de l'argent avec, mais en plus, ils perdirent les services de la plus grande vedette du métier. Comme de bien entendu, la défense de Jennings fut « Personne n'est allé le voir ».